bonjour. Bonjour. En tant que professeur très connu de sciences politiques dans ce pays, vous avez été, à mes yeux, l'un de ceux qui sont allés le plus loin possible dans la critique de la démocratie représentative. Pouvez-vous nous en dire deux mots? Oui, alors très clairement, on peut critiquer la démocratie représentative à la fois dans son principe, dans son fondement, rappeler que ceux qui ont inventé ce régime que nous appelons démocratie représentative détestaient au fond la démocratie et recherchaient une forme de gouvernement où une élite était en mesure de se substituer au peuple dans l'exercice du pouvoir et la prise de décision. Donc n'oublions jamais les origines du gouvernement représentatif, et on peut critiquer aussi le fait que quand ce régime fonctionne, tel qu'il a fonctionné depuis la fin du XIXe siècle, en fait, le peuple est réduit à un rôle extrêmement secondaire. C'est-à-dire qu'il doit désigner des gouvernants. Mais une fois que les gouvernants sont désignés, ce sont les élus qui gouvernent à sa place. Et il est difficile dans ces conditions de reconnaître l'idéal démocratique tel que, par exemple, à Athènes, au VIe siècle avant Jésus-Christ, on l'a inventé. Donc il y a une critique forte de la démocratie représentative. Mais il faut aussi critiquer le fait que cette démocratie représentative, telle que nous la connaissions, depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale, est en train de se déliter sous nos yeux. Elle est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée par le fait qu'aujourd'hui, l'élection joue un rôle de plus en plus faible dans les processus politiques. En fait, ceux qui influencent le plus les politiques publiques, les décisions publiques, ne sont pas des pouvoirs élus. Ce sont les marchés, ce sont les lobbies, c'est la technocratie qui a un rôle aujourd'hui majeur. Et aussi, la délibération démocratique dans ce système est de plus en plus encadrée par des instruments. Pensons aux traités, traités de l'Union européenne. Pensons par exemple aux traités commerciaux, transatlantiques, internationaux, qui réduisent à une peau de chagrin aujourd'hui ce qu'est la délibération démocratique, pour ne rien dire de la souveraineté populaire, qui a toujours été un mythe, mais qui est un mythe de moins en moins actif. Donc on a toutes les raisons aujourd'hui de critiquer la démocratie représentative, à la fois dans son principe et dans ses évolutions. Ça me paraît très clair. Alors, corollaire immédiat, une fois la critique de la démocratie dite représentative effectuée, et vous le faites très bien, y a-t-il des outils, des instruments institutionnels de démocratie participative qui pourraient corriger la première? Alors, je pense qu'il faut distinguer différents processus et différents types d'instruments. Il y a d'abord tout ce qui relève de ce qu'on appelle communément la démocratie participative, qui sont des instruments, des dispositifs, des démarches, des procédures qui bien souvent sont mises en place par les autorités elles-mêmes pour compléter le processus représentatif. Alors on peut considérer que ce sont des adjuvants ou considérer à juste titre que ce sont des instruments qui n'ont pour vocation que de contribuer à légitimer le pouvoir des représentants tel qu'il est. Alors je pense par exemple au conseil de quartier, au budget participatif, aux jurys citoyens, aux procédures de débat public. Notons quand même que ces instruments sont aussi des instruments d'extension potentielle du domaine de la démocratie. C'est-à-dire que ce sont des instruments qui, quand même, permettent aux citoyens de s'exprimer, permettent aux citoyens, quelquefois, de contribuer à l'action publique, et donc ils sont à la fois le pire et la meilleure des choses. Ce sont des instruments de contrôle, mais ce sont des instruments qui peuvent participer à l'émancipation des citoyens, à condition qu'ils soient organisés de façon à ce qu'ils autorisent cette expression et cette participation. Donc ça, c'est le premier type d'instrument. Et puis il y a aujourd'hui tout ce qui relève de l'auto-organisation sociale. Toutes les expériences de citoyens qui s'organisent autour de la gestion de communs, autour de projets collectifs, autour de formes de vie, d'habitat participatif, qui essayent d'inventer de nouvelles formes de vie sur un territoire. Pensons aux ZAD. Et réfléchissons finalement au potentiel politique de toutes ces expérimentations. Qu'est-ce qu'elles nous rappellent? Elles nous rappellent d'abord que la démocratie, ça n'est pas qu'une affaire d'institution. Ce sont aussi des formes de vie, c'est-à-dire une forme sociale. Ça nous rappelle aussi que peut-être il existe des alternatives au monde tel qu'il est, c'est-à-dire dominé par les logiques marchandes et les logiques étatiques. Et je pense que par exemple la notion de commun aujourd'hui, qui fédère un certain nombre de ces initiatives, peut potentiellement servir d'alternative. Alors, le système représentatif aujourd'hui est un tel théâtre d'ombre qu'effectivement, il nous paraît préférable et positif en tout point de vue qu'un certain nombre d'outils
démocratie participative soit mise en place, et vous avez bien raison de les défendre et de vouloir les promouvoir. Ne pensez-vous pas, c'est d'ailleurs vous-même qui le dites, ne pensez-vous pas que même ce stade-là, alors je ne dis pas que c'est pour demain, même ce stade-là doit être dépassé et qu'il faudrait arriver à institutionnellement, structurellement, mais aussi culturellement, trouver des mécanismes de démocratie directe? Alors, sur le principe, pour moi, la démocratie directe est une alternative désirable, mais moins crédible que la démocratie représentative. Pour quelle raison? D'abord parce que les expériences de démocratie directe les plus abouties se sont toujours produites et ont toujours été organisées à une échelle locale, où là, la démocratie directe peut bien fonctionner. Mais elle fonctionne à un coût organisationnel, à un coût humain très très élevé. C'est-à-dire que pour animer ces expériences, éviter que des logiques de prise de pouvoir ne viennent les remettre en cause, ils font beaucoup d'investissements. Il faut que on investisse beaucoup dans les formes, on investisse beaucoup dans les institutions. Donc la démocratie directe, elle doit être organisée avec d'infinies précautions. Et puis, un des autres éléments qu'on pourrait mobiliser en utilisant peut-être à mauvais escient Rousseau. Rousseau, vous le savez, dans le contrat social, dit que si la démocratie, alors dans ses écrits, si la démocratie devait exister, il faudrait que ce soit avec un peuple de Dieu. La démocratie directe, elle est exigeante aussi beaucoup en termes de sensibilité, en termes de conscience, en termes de valeurs démocratiques. Il faut être prêt à écouter les autres. Il faut être prêt à se mobiliser. Il faut être prêt à agir et à se responsabiliser. Et pour tout cela, il faut un système d'éducation, il faut un contexte d'institution, il faut des structures économiques qui donnent du temps et qui permettent aux gens de se former à la démocratie directe. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas, ici et maintenant, essayer, mettre en place, soit pour rédiger une nouvelle constitution, soit pour encourager l'initiative citoyenne, le référendum. Lorsqu'il y a vraiment des questions décisives, il est absolument inacceptable que le peuple ne puisse pas se prononcer et que ce soit les représentants qui parlent en son nom. Loïc Blondiau, grand merci d'avoir accepté cette interview et d'être venu nous rendre visite au centre Pierre Naville. Merci pour votre accueil. Et la discussion est très intéressante. Voilà, le débat est ouvert, continue et se prolongera et nous serons ravis de vous recevoir à nouveau. Merci.